allons commencer avec une question qui me paraît tout à fait essentielle pour chacun de vos métiers. Finalement, avec l'IA, est-ce que les emplois vont disparaître? Voilà, c'est une question plutôt basique, mais qui se pose régulièrement. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par le monde de l'assurance, que ce soit la Massif ou AXA, tu as le micro, voilà, et que tu nous dises en 2 mots ce que tu penses de l'évolution de ces métiers, en particulier l'assurance, mais si tu as des idées même plus générales, volontiers. Écoutez, oui, on va l'honneur de prendre la parole pour cette table ronde-là. Écoutez, oui, la réponse est simple, c'est que ça va transformer tous les métiers. Ça ne va pas les enlever, sinon ce serait philosophiquement c'est la fin de l'humain, donc on va rester quand même positif. Donc la vision d'AXA, et c'est la machine plus les humains qui resteront là. Et en fait, c'est une évolution naturelle dans le monde de l'assurance. Pour avoir un peu une idée, hein, c'est le métier de l'assurance, à la base, c'est underwriting, c'est je prends un risque sous un bateau. Voilà. Donc depuis ces crayons noirs à Lloyd's, on a eu le digital, le web, mais à la fin, l'assurance, c'est le grand patron deputy CEO de AXA qui le dit, la Frédéric de Courtois, c'est de la donnée et des hommes. Et pour être un peu plus poétique, je dirais c'est plus qu'hier, moins que demain. Voilà, on va continuer. Donc aujourd'hui, entre le digital, la data, l'AI, Gen AI, qui n'est pas une nouvelle génération d'AI, c'est l'AI tout simplement, on va juste accompagner la transformation de nos collaborateurs, comme on l'a fait avec le digital. Mais c'est un enjeu qui est massif. Et c'est une vraie chance pour moi qui sont dans la direction de la data, c'est que c'est visible. Voilà, donc avant on faisait de l'AI, de la data, et on faisait des use cases, c'était un peu le temps des héros ou des défenseurs avec la GDPR. Aujourd'hui, c'est au cœur de la stratégie d'AXA. Il y a des enjeux de l'ordre du demi-milliard qui ont été annoncés. Il y a 17 use cases à disséminer partout. La Gen AI, c'est tous les employés qui ont accès à SecureGPT, c'est une version sécurisée, responsable et éthique des données. Et on veut vraiment que tous nos employés puissent être formés sur cet usage pour leur métier ou pour leur rôle de parents, citoyens de société. Parce que l'impact, il est majeur. Alors, c'est un enjeu massif, donc, Nicolas Maresco. Merci. C'est très recherché, cette animation-là. Oui, alors je suis directeur adjoint d'une direction qui s'appelle Réponse aux besoins des sociétaires. Ce qui est très intéressant, parce que c'est vraiment métier. Oui, mais c'est d'abord pour qui on fait ça, à qui ça sert, à quoi ça sert. Et comme tu le disais, l'enjeu de l'assurance, c'est de protéger. Donc, il y a une logique d'automatisation. En quoi l'IA générative et l'IA plus globalement? Alors, l'IA, c'est tout ce qui ne fonctionne pas encore, parce que quand ça fonctionnera, ça sera du logiciel. Mais donc, il y a un premier volet d'automatisation. On le voit bien avec le climatique. On a une montée en puissance des sinistres. Et donc, en quoi ça peut nous aider à mieux répondre et voire même à automatiser une certaine partie des sujets et à permettre à nos conseillers à répondre humainement à nos clients, à nos sociétaires, à leurs familles. Et le deuxième point, c'est, au-delà de l'automatisation, c'est en quoi l'IA générative peut augmenter notre compétence. À titre personnel, j'ai des endroits où je suis relativement performant, et notamment par rapport à la moyenne, d'autres où je fais le boulot comme la moyenne, et enfin des sujets où je ne suis pas bon. Et potentiellement, l'IA générative va nous permettre, à tous les niveaux, d'augmenter nos compétences. Mais pas uniquement ma compétence individuelle, et c'est aussi pour ça que la Massif adhère aux travaux d'Impact AI, mais pour cette logique d'intelligence collective. Et donc, l'outil intelligence artificielle générative va nous aider à améliorer notre processus dans mon travail opérationnel, dans l'amélioration de mes processus et dans des projets de transformation. Rebecca, quelques mots sur l'impact de l'IA dans les métiers de l'industrie que tu connais bien. Oui, alors peut-être pour repréciser un petit peu avant qui on est et du coup pour expliquer de quoi on peut parler aujourd'hui. Donc Xir, c'est une start-up qui a été créée par le groupe EDF en 2022. Après 18 mois d'incubation au sein de l'incubateur du groupe. Et c'est une start-up qui propose des logiciels, pour le coup,
qui intègre effectivement nativement de l'intelligence artificielle à destination de l'industrie, des industriels en particulier. Et on s'est concentré sur une problématique métier très précise, parce que pour faire du logiciel, il faut effectivement être quand même ciblé sur un métier. Et on adresse donc tous les sujets qui sont autour de la qualité. Voilà, donc d'une manière un petit peu générique. On intègre déjà effectivement des algorithmes d'intelligence artificielle générative. Donc on a déjà effectivement un cran d'avance de ce côté-là. Et donc, ce dont je peux parler aujourd'hui, c'est des métiers de mes clients. Je ne vais pas transformer... voilà. En tant que tel, on est déjà effectivement sur des métiers assez innovants au sein d'Ixir. Mais par contre, effectivement, on est tout à fait en capacité de parler de la transformation des métiers de nos clients. Alors, disparition de métiers, non. Création de nouveaux métiers, oui, par contre, clairement. Hein, enfin, déjà, tout ce qu'il y a autour de la data science sont des créations de métiers depuis maintenant quelques années. Mais on voit de plus en plus des métiers qui sont plutôt à la croisée des chemins entre une expertise métier et la partie IA, c'est-à-dire que nous, on a cette spécificité d'avoir besoin pour l'industrie d'avoir des algorithmes qui sont spécifiquement entraînés sur du vocabulaire industriel. On est sur des métiers qui sont très techniques, donc les algorithmes qui sont disponibles dans le grand public ne suffisent pas. Et donc, il y a tout un métier d'annotation qui nécessite une expertise métier, mais aussi une compréhension du fonctionnement de l'IA. Voilà, ça, c'est vraiment des métiers qui sont aujourd'hui en émergence et qui vont, je pense, exploser dans les années à venir. Et alors ensuite, effectivement, ça transforme les métiers. C'est bien l'objectif. Je veux dire, si on déploie un outil, un logiciel avec de l'intelligence artificielle, c'est pour transformer des processus, c'est pour transformer les métiers opérationnels et c'est pour faire en sorte pas qu'ils disparaissent, parce qu'on n'est pas du tout dans cette démarche-là. C'est pour faire en sorte d'éliminer toutes les tâches qui sont hyper chronophages et sans valeur ajoutée, qui nécessitent de traiter des volumes de données importants, de faire du nettoyage, des extractions, et sur lesquelles, effectivement, là, l'IA a à la fois une valeur extrêmement importante, mais va aussi, effectivement, augmenter l'humain. Et lui permettre du coup d'accéder à un volume d'informations de manière beaucoup plus simple et donc d'être présent sur les points clés sur lesquels là il va falloir effectivement une analyse beaucoup plus poussée, une intelligence aussi à mettre beaucoup plus complexe à mettre, parce qu'aujourd'hui on parle souvent d'intelligence artificielle, mais on sait très bien que les systèmes ne sont pas encore réellement intelligents. Merci. Alors Frédéric, on a eu une table ronde qui a étudié en long, en large, en travers le métier de développeur. Donc je ne vais pas te reposer la même question sur le métier de développeur, même si moi j'aurais voulu faire une petite parenthèse par rapport à la magnifique table ronde qu'il y avait avant. C'est que personne n'a évoqué, vous savez, le patron de Nvidia là, qui a annoncé il y a quelques semaines donc le métier de développeur est fini. C'est terminé, parce que maintenant, on va aller en langage naturel, et puis la machine va développer à notre place. Alors bon, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est que tu parles dans une ESN, finalement, il y a d'autres métiers que celui de développeur, et quelles sont les transformations que l'on peut envisager? Merci. Je vais répondre généralement en évitant de paraphraser. Effectivement, à quelques années d'aujourd'hui, pour pas dire quelques mois pour des choses qui sont déjà engagées, plus aucun de nos collaborateurs fera son métier de la même manière. Donc ça, en soi, c'est exactement ce qui a été dit, et en soi, c'est majeur. Mais c'est parce que aussi, plus aucune entreprise ne fera son métier de la même manière. Même si ce sont des données, des hommes et un peu d'argent, il y a quand même des choses qui vont changer dans la manière d'aborder ou la relation client ou le fond de ce que chaque entreprise délivre. Donc on a une transformation, pour répondre à ta question, qui est celle du métier de chacun et du métier de la collectivité. Et là aujourd'hui on est un petit peu court, c'est que, et c'était un peu dans le débat de tout à l'heure, je vais parler des ESN, c'est qu'on voit bien, on commence à voir ce que ça va changer pour chacun, on ne voit pas trop pour l'équipe. Et là, c'est les grands sujets. Et donc, pour le métier de l'ESN, évidemment, qui est donc
quasiment dans les premières touchées, sa capacité ou sa façon de produire son activité vont être bouleversées, avec effectivement des activités qui vont être moins nécessaires, donc c'est un biseau, hein, bien sûr, et des activités nouvelles. Mais c'est surtout, comme ça a été dit ce matin, le profil ou le job desk qui évolue. Ce qui n'a pas été dit ce matin et sur lequel tu me permets de revenir, c'est qu'en fait, il faut exercer cela. Aujourd'hui, on est sur l'assistant virtuel, on va dire développé, et un peu sur l'automatisation des tâches enrichie grâce à l'IA. Mais là où il y a quelque chose qui change, c'est au niveau du collectif, au niveau donc du déploiement à l'échelle et non pas seulement sur l'individu, et sur l'élément de sécurisation. Donc on a une coordination à l'échelle et une sécurité. On a déjà vu comment pour l'individu on crée une sécurité, maintenant on va faire pour l'entreprise et pour l'équipe. Donc pour répondre à tes questions, oui, c'est profondément transformant. Oui, des nouveaux métiers vont apparaître, mais comme toujours, ça crée quand même une difficulté parce que c'est pas parce que des nouveaux métiers apparaissent que ceux qui disparaissent servent les mêmes individus. Et donc on va avoir quand même de la friction au niveau social, mais c'est aussi, comme vous l'avez dit, monsieur, un facteur de mise à niveau de tous. Donc les moins compétents peuvent devenir suffisamment compétents. Les plus compétents vont l'être encore plus. Mais en tout cas, on peut rattraper, et c'est ça qui est très intéressant sur ce sujet donc, de la fracture de l'IA éventuelle, c'est qu'on peut rattraper beaucoup de monde. Donc moi, je suis plutôt optimiste dans cette transformation. Bon, alors, mais moi, il me faut que je fasse l'avocat du diable, alors, parce que je vois que de l'optimisme, tout ça. Mais, Julien, tu vas pas me dire que les métiers de l'assurance vont rester les mêmes. Tu vas pas me dire que l'actuaire va encore exister alors qu'il y a de l'IA. Bah si. Ah. Bah si, voilà, ils ont appris à faire du Python pour les plus motivés. Il y en a encore qui sont récalcitrants, mais ça change un petit peu. Ils ont pris du data scientist aujourd'hui. Et après, ouais, j'ai peut-être raconté une anecdote, parce que ça m'a fait penser avec l'histoire de NVIDIA sur quelqu'un comme ça qui arrive avec un grand sujet. J'en parlais justement hier avec le patron de l'underwriting chez AXA, et qui faisait un POC avec des développeurs. Super, on va faire des choses. Ah, on peut vous prévoir la météo à 3 mois. Mais pas à 10 jours, à 3 mois. Je dis, ah ouais, c'est super, on a chupé le truc. Je dis, ouais, mais nous, on prend un risque, c'est sur 1 an, le contrat. Donc, ça sert à quoi? Ah ouais, quand on prend un risque, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Ok, on va peut-être réfléchir. Donc, la vision métier, elle va rester. Donc voilà, c'est juste une question de changer le rapport de collaboration, le côté d'équipe. J'aime bien ton expression. Donc, comment collectivement s'approprier ça? Comment on transforme, on se débarrasse des charges de travail à faible valeur ajoutée et on se concentre sur l'analyse, la compréhension et sur le terrain, sur l'empathie. Il y a des choses toutes simples dans les... Probablement, vous faites ça aussi à la Massif, sur trier les emails qu'on reçoit tous les jours pour, avec le NLP, pour dire, ah, lui, il a l'air hyper stressé. Bon, je vais peut-être l'appeler, on va mettre en haut de la pile. De toute façon, on est 50 à faire, mais si je prends le 49e en premier, ça prend 2 minutes. Un appel câlin, on vous a entendu, on s'occupe de vous, ça va passer. Voilà, on peut déjà faire ça depuis quelques années, mais on va faire les 50 emails. Mais voilà, donc la question empathie, et ça a été annoncé aussi par Guillaume Bory, le CEO d'AXA France. Voilà, on met 4000 agents généraux de plus sur le terrain. Donc voilà, donc des jobs vont se transformer, mais le côté humain de contact, de protéger les clients, les incendies, les climats, les inondations, voilà, il faut des gens sur le terrain. Et ça, l'IA n'ira jamais sur le terrain, en fait. Bon, quand même, juste comme je vais être très provocateur, je voudrais dire que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Pour un numérique humain ». Donc, voilà. Je ne vais pas dire ce que je pense, hein, il ne faut pas croire, même si je suis provocateur. À la Massif, avant de faire un plan de licenciement, hein, parce que l'IA est arrivée, vous devez vous accrocher quand même. Hein, ça ne doit pas se faire facilement. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. D'abord, je rebondis sur ce qu'on disait sur les actuaires. Toujours dans le même esprit collectif, on travaille au niveau de l'Institut des actuaires, un groupe de travail sur l'impact et en quoi ça peut changer ou pas. Et de quoi on s'aperçoit? C'est qu'aujourd'hui, les modèles cœur de l'actuaire, ils n'ont pas forcément besoin d'une IA générative.
En revanche, l'IA générative va pouvoir aider tout au long, en amont, en aval. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur le traitement des mails, ok, j'ai un mail qui arrive. Comment je le priorise par rapport à un mail de remerciement qui est très sympa, mais finalement c'est du deuxième ordre. Ok, première chose. Ensuite, pour préparer ma réponse ou mon appel câlin, comment je peux utiliser ma base de connaissances? Parce que quand vous êtes un assureur généraliste aussi bien AXA que Massif, vous faites de la santé, du dommage, de l'épargne, et je ne peux pas tout savoir. Et bien sûr, je pourrais appeler un ami, un collègue, un spécialiste, mais avant, il y a peut-être déjà dans la base de données de connaissances des informations de premier niveau. Comment j'y ai accès? Et ensuite, pour répondre, je peux aussi utiliser l'IA générative pour me préparer le mail, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je garde mon esprit critique. Il faut juste que j'aurai un premier élément qui me donnera un point d'appui. Et à titre personnel, j'ai eu le plaisir d'écrire un autre bouquin, mais c'était mon mémoire d'actuariat sur l'assurance santé, mais j'aurais bien aimé avoir l'IA générative à l'époque. Eh oui. Pourquoi? Parce que c'est pas l'IA qui fait papa-maman. En revanche, elle peut m'aider à pré-mâcher, à me challenger, à me stimuler et à même poser des questions à d'autres acteurs. Rebecca, quand il y a eu la robotisation dans les usines, alors tout le monde a crié au loup en disant les robots vont supprimer des emplois. C'est indiscutable. Et ça a été le cas, même si par la suite on s'est aperçu que les pays les plus robotisés finalement avaient le moins de chômage, parce qu'ils gagnaient en productivité. La nouveauté de l'intelligence artificielle générative, c'est d'avoir adressé les métiers des cols blancs. Alors, est-ce qu'ils sont aussi en danger que les cols bleus par la robotisation? Alors, je pense que c'est un très bon exemple que tu prends parce que justement, dans le secteur qu'on adresse, dans l'industrie, évidemment, ça parle énormément. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que justement, l'IA ou l'IA générative, l'IA de manière générale même, doit finalement s'apprivoiser de la même manière qu'une machine industrielle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour remplacer l'humain, elle est là pour effectivement être un nouvel outil de productivité avec un mode d'emploi qu'il faut qu'on s'approprie, avec un paramétrage, un réglage à faire, des réglages potentiellement même réguliers à faire. Et ça, il y a une vraie acculturation pour le coup à faire du monde industriel, à faire en sorte que finalement, il voit l'IA générative comme un nouvel outil qu'il faut effectivement déployer, dans lequel il faut investir aussi, du coup, et qui n'est pas un remplacement finalement de l'humain. Voilà. Et ça, c'est un élément effectivement extrêmement clé. Et je pense qu'on a parfois, pour le coup, un paradigme un petit peu bizarre, parce que pour le coup, nous, on rencontre un petit peu tous les niveaux dans nos déploiements. On est à un niveau très opérationnel avec des responsables qualité qui sont vraiment dans leur quotidien. Et forcément, on rencontre aussi les directions générales. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les responsables qualité, donc à un niveau très opérationnel, sont ceux qui ont le moins peur de l'IA, au final. Parce qu'ils sont confrontés à une réalité terrain où il y a des difficultés et où ils se rendent compte très rapidement ce que l'IA peut leur apporter. Et puis finalement, ils y sont confrontés dans leur quotidien, en dehors de leur travail. Donc il y a une vraie appétence. Et c'est plus les directions générales qui sont finalement peut-être un petit peu plus en retrait, en se disant, mais finalement, est-ce que ça ne va pas me créer des conflits? Est-ce que je vais avoir des difficultés vis-à-vis de mes salariés? Comment je vais conduire ce changement? Enfin, il y a plus, d'un point de vue stratégique, une frilosité parce que, effectivement, ça nécessite une vraie vision de la part du top management et du coup une vraie transformation à mener qui n'est pas toujours simple à créer et à concevoir. Alors Frédéric, chez Open, vous recrutez près de 1000 personnes par an, je pense, environ. D'abord, est-ce que ça va diminuer avec l'avènement de l'IA?
Et deuxièmement, est-ce que ça impacte les process de recrutement et de RH? Alors, dans notre secteur... Micro. Pardon, on a besoin du micro? Oui, c'est mieux. Dans notre secteur, pourquoi on n'a pas peur de l'IA, complètement ou vraiment? C'est que plus l'informatique, le numérique progresse, plus les champs, il faut que je regarde là-bas, C'est mieux. excusez-moi, plus les champs sur lesquels ils s'exercent grandissent. Donc c'est ce qui va se passer avec l'IA. Même si on va avoir une productivité meilleure, et d'ailleurs les premiers éléments de test que nous avons sur nos activités, c'est pas seulement un gain de productivité, c'est particulièrement un gain de qualité. Donc ça, c'est la qualité aussi qui crée de la productivité, puisqu'on n'a pas à refaire les choses. Donc les champs grandissent. Donc pour moi, et j'ai oublié ta question, Oui. pour moi, on a beaucoup plus de création d'emplois que tu vois, quand je te regarde pas, je m'échappe, que de diminution d'emplois. Par contre, effectivement, donc les process de recrutement eux-mêmes, ils vont suivre. Mais dans une ESN, c'est des énorme évolutions. ces process de recrutement. Oui, C'est- mais ils vont suivre des évolutions normales, encore une fois, d'efficacité, de clarification, de benchmark, puisqu'on va pouvoir mieux traiter notre donnée, la comparer et donc challenger nos candidats par rapport à notre recherche. Aujourd'hui, c'est effectivement encore un peu des activités de recruteurs, alors je dirais individuels, mais qui ne profitent pas de la connaissance d'équipe ou d'entreprise exactement, comme on l'a dit, sur les bases de données, les bases de connaissances, parce qu'elles sont accessibles encore un peu particulièrement, et donc il faut faire des gros efforts. Avec l'IA, c'est beaucoup plus simple en interface. Donc oui, il y a des évolutions, je pense, en qualité et en productivité, mais ce n'est pas perpendiculaire. C'est dans une évolution normale, ce n'est pas orthogonal. Voilà pour ma réponse par rapport à ça. Et encore une fois, je pense qu'on va assister quand même d'abord à de la création d'emplois en masse, avant une transformation, peut-être là qui, encore une fois, si on ne sait pas et si on n'a pas l'envie qui a été évoquée dans notre table ronde précédente, s'il n'y a pas d'envie profonde, bah, ceux qui ne sont pas dans cette envie d'aller chercher quelque chose, grâce à l'IA, vont être en souffrance. Il va falloir que je te mette en relation avec tous ces oiseaux de mauvais augure hein, qui nous annoncent toutes ces suppressions d'emplois en masse, hein, en particulier dans la techno. Hein. Alors, Je vais peut-être rebondir là-dessus. Ah bah volontiers. C'est le process recrutement. Oui, c'est un use case intéressant sur est-ce qu'on peut optimiser le traitement des CV, et notamment dans un... parce que oui, le turnover, l'attrition, enfin, c'est important. Et je ne sais pas combien de milliers de CV on traite chez AXA, j'ai pas de chance, mais c'est énorme. Et il y a un enjeu majeur, puisque l'automatisation, c'est le côté diversité, inclusion, aller contre les biais. Et c'est pour ça aussi qu'AXA est partenaire sur la partie Impact TI, hein, c'est vraiment les collègues sur la partie responsabilité. Et là, on tombe sur le problème des biais, entre les qualités parité, et ça, c'est pas résolu. Donc aujourd'hui, voilà, dans les jeux de données, etc., pour aller contre ça, c'est pas marché. Donc je pense qu'il y a un frein majeur à l'automatisation des processus RH, c'est ce côté de biais, d'inclusivité. Et en parallèle, il y a des use cases beaucoup plus intéressants, beaucoup plus pragmatiques sur le géospatial, pour aller repérer un site industriel et voir qu'il est... voilà, il y a le wildfire, des feux de camp aujourd'hui, c'est inondable. Voilà, pour des gros risques, vous faites tous les sites d'EDF, de votre bureau, et vous avez une carte très précise pour dire « Ah, ben finalement, entre il y a 10 ans et maintenant, il y a un Walmart qui s'est créé, donc il y a un risque qui est plus important. Il y a les cartes de feux de forêt. » Enfin voilà, on a vraiment ça, c'est hyper important, cette partie-là. Et donc, on va plutôt, chez AXA, focaliser sur ce genre de use case que sur l'automatisation des CV, parce qu'il y a du concret, et l'autre, c'est plutôt de l'après-demain. Et justement, sur ce point-là, je vais être très court, sur ce point-là du biais cognitif, l'IA, encore une fois, paramétrée pour l'entreprise, va permettre d'éliminer les biais cognitifs et de faire un scoring du CV qui pourrait être meilleur que par une vue subjective initiale d'un billet personnel et bien sûr, du recruteur. Et bien sûr, donc le scoring en fait va être beaucoup plus neutre et en tout cas orienté pour effacer les biais cognitifs de façon à ce qu'il y ait une considération plus grande que celle qu'on a quand on a un a priori. Ça, on y croit beaucoup, ça, mais plutôt pour demain, après-demain. Bien, alors maintenant on va aborder la deuxième partie de notre table ronde, c'est comment finalement nous allons adresser ces transformations. Alors je sais que
chacun d'entre vous, vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup même agi sur des formations, des organismes, des challenges. Alors, justement, Nicolas, on va commencer par toi. À la Massif, bon, tu l'as dit toi-même, vous êtes très attentif quand même à l'évolution de vos collaborateurs. Comment est-ce que vous avez ou vous allez adresser ce sujet ? On l'a vu, l'IA, c'est pas uniquement pour les développeurs, c'est pas uniquement pour les RH, c'est pas uniquement pour les ingénieurs de l'industrie, ça va concerner tout le monde. Et c'est pour ça que la première étape, ce qu'on a fait, c'est de faire un groupe de travail transverse. Pas uniquement du développement, du technique, de l'informatique, pas uniquement du métier, pas uniquement de la conformité, parce que chacun est légitime. Il y a du juridique, et on a même associé nos administrateurs, parce que comme nous sommes un assureur mutualiste, ce sont nos clients, nos administrateurs. Et donc c'est ensemble qu'on travaille justement comment avancer là-dessus. Aussi bien d'un point de vue de manifeste d'IA, et donc c'est là aussi que les travaux d'impact AI sur une IA de confiance nous sont utiles pour alimenter et l'appliquer en interne. Et ensuite, former l'ensemble de nos collaborateurs à ces sujets-là. Roxana, tu as vu qu'on parle beaucoup de Impact AI. Évidemment, je vous invite à suivre les travaux d'Impact AI sur tous ces sujets parce qu'ils ont été très, très approfondis. Rebecca, toi, tu es éditeur de logiciels, si j'ai bien compris. Oui, d'accord. c'est ça. Donc, tes clients, c'est des DSI, c'est des métiers, c'est les deux ? L'utilisateur final, c'est évidemment le métier. Après, on passe forcément par les DSI. Donc, on a effectivement une transformation à faire qui est multiple, finalement. Le point clé, c'est que nous, la transformation, elle passe par la mise en place d'un produit. Pour autant, ce n'est pas un produit juste de digitalisation, puisque comme on apporte effectivement des fonctionnalités qui sont quand même assez innovantes au travers de l'IA, on est forcément également dans une transformation du processus. Donc, voilà, on n'est pas juste dans une digitalisation, entre guillemets, classique. Et finalement, la transformation côté métier, comme je disais un peu tout à l'heure, elle est appelée, il y a une vraie envie, il y a une appétence. C'est beaucoup plus du côté des DSI qu'on a une transformation effectivement à mener. Pourquoi ? Parce que quand on rentre dans ce paradigme finalement d'être sur des produits qui sont innovants, qui vont intégrer de l'intelligence artificielle, on rentre aussi dans un rythme d'évolution et d'innovation qui devient beaucoup plus rapide. Ce que je veux dire par là, c'est que vous le savez, les modèles sont mis à jour à une vitesse qui est absolument extraordinaire aujourd'hui, donc ça offre des capacités qui sont également extrêmement poussées de plus en plus vite. Dans l'industrie, classiquement, on fait un projet de 18 mois, c'est lourd, c'est difficile, on en bave, et puis ensuite, surtout, on n'y touche plus pendant à peu près 10 ans, de manière à ne pas revivre ce traumatisme. Clairement, aujourd'hui, pour vraiment profiter effectivement de tout ce qui peut être apporté par l'IA, il faut changer ce paradigme, il faut complètement transformer cette vision de la DSI. Alors, on a certaines entreprises qui choisissent du coup de créer des directions du digital un peu à côté des DSI. Bon, ça crée des frictions également un petit peu plus compliquées. Mais en tout cas, il y a un vrai changement de paradigme à faire pour vraiment rentrer effectivement dans un rythme d'innovation qui est beaucoup plus soutenu. Frédéric, tu vas défendre des DSI, non ? Oui. Ah, tu vois, je t'ai compris. Oui, exactement. Oui, non, mais c'est vrai, tout ça, il n'y a rien à dire. Mais le DSI, il est garant d'une fiabilité. Parce que c'est ce qu'on demande à la fin. On veut un système d'information qui tourne, qui tourne aussi bien pour les collaborateurs de l'entreprise, mais aussi surtout depuis maintenant une quinzaine d'années, pour les clients. Donc c'est un vrai challenge d'apporter à la fois l'innovation dans un cadre de fiabilité. Et on voit bien aussi avec tous les éléments de souveraineté et autres dans ces technologies du cloud, puisqu'on s'appuie énormément sur le cloud, que la souveraineté, non pas seulement d'un pays, mais de l'entreprise, sur ses propres données ou sur ses propres infrastructures,
comme la fiabilité et le service qui est apporté sont difficiles à tenir quand tout bouge. Donc effectivement, vous avez raison, mais il y a cette contradiction entre le marteau et l'enclume, et dans lequel on le place. Et en plus, on lui dit, faut pas trop dépenser, hein, parce qu'on ne sait pas ce que cette innovation va nous apporter en ROI. Ah, alors je fais quoi? Alors, je bouge. Faut pas acheter Xir. Et attention, parce qu'il y a tous les barbares et attention parce trop que, cher. Voilà. Et attention, et quand même bouge-toi parce qu'il y a les barbares du digital qui nous prennent des parts de marché. Bon, alors le gars, on fait quoi finalement? Bon, donc c'est depuis maintenant un certain temps, et avec cette vue qu'en France, pardon, je me tourne vers vous, en France, la DSI représente un coût et n'est pas seulement un avantage concurrentiel comme c'est le cas des entreprises plus digitales ou des Américains qui ont une autre vue du sujet, eh bien c'est très difficile de manager cette innovation avec encore une fois la situation. C'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas avoir cette vision. Attendez, oulala, ça y est, ça commence à chauffer. Je le savais. Elle a raison. Je savais que ce sujet allait faire chauffer Elle a raison aussi. la discussion. Attendez, vous prenez la parole quand vous avez le micro. Ah, pardon. Attention. Ah oui. J'ai oublié de vous dire aussi que dans ma jeunesse, j'étais prof de maths. Alors là, je suis pour la discipline. Et Nicolas a demandé la parole. Alors maintenant que j'ai le bâton de parole, merci. Oui. Je vais rebondir parce que je crois vraiment qu'une des solutions, c'est pas se dire le schisme, moi je suis technique, toi t'es métier, et puis chacun chez soi, et Dieu reconnaîtra les siens. Et chez nous, on a vraiment un co-sponsorship. Exactement. Éventuellement. Un co-sponsorship entre d'un côté le directeur réponse besoins sociétaire et innovation, et de l'autre, le directeur digital et direction des systèmes d'information. C'est ensemble qu'on construit les trucs pour répondre à quelque chose, aux besoins des sociétaires. Et le deuxième point, je vais rebondir sur là. Je fais juste une incise. Tu as été prof de maths. On voit bien que malheureusement, la qualité, et notamment chez les femmes, de l'attrait des maths en France se dégrade. Et il y a une initiative de Stéphane Mallard de l'ENS pour se dire comment je peux utiliser l'intelligence artificielle pour mieux apprendre les mathématiques. On sait qu'en intelligence artificielle, il y a des travaux sur la descente du gradient. Mais donc, je vais mettre un challenge, par exemple, pour différencier des 1 et des 6 graphiquement. Et derrière, je vais pouvoir accéder à des illustrations concrètes de la géométrie, de la dérivée, etc. Donc, je trouve que l'intelligence artificielle aussi, on peut changer d'angle, s'en servir intelligemment comme appui pour apprendre d'autres choses, notamment une fonction clé, une compétence clé, les maths. Vas-y, Rebecca, tu voulais réagir. Non, j'ai réagi du coup. Oui, vas-y, détail. Mais je pense que, vous parliez des coûts, effectivement, les DSI sont malheureusement encore vus comme des coûts. Et ça aussi, je pense que c'est aujourd'hui un problème. Donc oui, après les démonstrations de ROI sont parfois difficiles. Souvent, elles sont difficiles parce que justement, les coûts métiers, en tout cas c'est le cas sur la qualité, sont mal maîtrisés. Donc en fait, quand on évite des coûts grâce à l'IA, ils ont beaucoup de mal à identifier effectivement quels sont les coûts évités. Mais du coup, on est réellement sur un problème, non pas ni IA ni SI, on est sur un problème de performance de l'entreprise à la base qui est mal maîtrisé. Donc ce qui est vrai, c'est qu'au travers de l'IA, on va quand même révéler un certain nombre de difficultés ou de manques d'un point de vue performance. Alors, de manière complètement immédiate sur la donnée, souvent nos clients nous disent « Est-ce que vous pourrez nous dire si notre donnée, elle est bonne, comment elle est ?» Je les rassure tout de suite parce qu'en général, dès qu'on l'injecte dans l'application, ça pète aux yeux de manière absolument immédiate. Donc je leur dis oui, de toute façon, on va vous faire la liste de tout ce qui ne va pas sur vos données. Mais de manière intrinsèque, on voit aussi tout ce qui ne va pas forcément d'un point de vue processus. C'est-à-dire que ça met en lumière justement toutes ces difficultés. Et du coup, je rebondis sur la nécessité. Pour moi, c'est
la nécessité d'avoir une vision de l'entreprise, une vision stratégique de l'entreprise qui va vers cette démarche d'innovation, qui va vers une démarche où aujourd'hui, de toute façon, le digital, l'IA est dans notre quotidien. Ça ne peut pas être vu juste comme un coût, c'est pas possible. C'est forcément un axe de performance et de compétitivité. Et il faut absolument l'envisager de cette manière-là. Et si on va même beaucoup plus loin, OK, il faut que chaque chef d'entreprise soit capable de penser sa vision stratégique d'entreprise avec ces éléments-là, mais il faut aussi qu'au niveau de notre société, on soit capable de penser la manière dont on veut avoir notre société de demain, qui de toute façon va intégrer l'intelligence artificielle. Alors vas-y, je t'en prie. Je vais rebondir parce qu'on parle bien sûr des bénéfices, mais il y a un risque majeur, c'est un risque de démutualisation. Parce que l'assurance, c'est fondé sur la mutualisation. Et on a vu que donc il y a l'AI Act, la Financial Data Access, donc l'accès aux données financières. Et un risque, ce serait d'ouvrir la porte à des acteurs, notamment extra-européens, pour se dire, grâce à l'IA, je vais faire du cherry picking, donc sélectionner les bons risques. Et donc, vous êtes au deuxième dans cet immeuble, super. On va vous peaufiner un petit tarif aux petits oignons. En revanche, vous êtes en bord de rivière dans le Nord-Pas-de-Calais, bon courage pour vous assurer. Alors que notre enjeu, côté massif, en tant qu'acteur assureur mutualiste, de 5,8 millions de Français, c'est vraiment d'assurer tout le monde, pas tout le monde, parce que nous ne sommes pas de seuls acteurs, heureusement, mais que tous les Français puissent trouver une protection. Mais le système de bonus-malus, c'est pas ça, non? Vas-y, dis pourquoi? C'est une question. Oui, parce que justement, ce qui va se passer, c'est que le bonus-malus peut ajuster en fonction de mon comportement. Mais si demain, et en France, on a la chance aussi, par exemple, tu es un jeune conducteur, ton tarif... Merci pour le compliment. Voilà. Ça fait longtemps qu'on m'a pas dit ça. Ton tarif réel que tu devrais payer est capé, illimité. Donc, mais c'est très bien. Parce que pourquoi? Parce qu'un bon conducteur va en partie financer ta protection. En revanche, demain, avec une hyper-segmentation, le risque, c'est qu'on va casser tout ça et des acteurs vont se servir pour toi qui habites au deuxième ici. Et c'est super, on va te donner un super tarif. Par contre, si tu habites en bord de Seine, oui. Tant pis pour toi. Alors, Julien, AXA, c'est centaines de milliers de collaborateurs, je crois. Oui, on ne peut pas les compter, mais c'est au-delà de 100, en tout cas, il y en a 140 000 qui ont accès à AXA Secure GPT depuis décembre. Et après, il y a les distributeurs, après, il y a les salariés, c'est beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que c'est énorme, quoi. Des dizaines de milliers de collaborateurs. Alors, comment on fait pour les former? Toi, tu es au centre, finalement, de cette formation, de l'organisation de cette formation. Moi, je suis un job transformé, parce qu'avant, je faisais de la data transformation. Maintenant, je fais une data académie. Donc, mon job a été transformé, simplement, parce qu'on a tous, dans les grandes entreprises, des universités d'entreprise. Chez AXA, on a créé une université data dont je suis responsable à côté, tellement les enjeux sont massifs. Et comment on fait? Déjà, on prend du temps de réfléchir. C'est-à-dire que la maturité, ça prend du temps, entre la GDPR, les premiers use cases. Voilà, on a fait des choses petit à petit, et aujourd'hui, on a plutôt maturé chez AXA, en s'appuyant sur une réalité, c'est que on a démontré qu'on pouvait créer de la valeur avec la data et l'AI. Donc il y a des use cases qu'on peut scaler, on va dire. Alors AXA, c'est un peu comme l'Union européenne, en pire, puisque chaque pays est indépendant. Mais donc l'idée, c'est de dire, tiens, ce qui marche en Allemagne sur le pricing, on va faire par la France, par la Belgique, etc. Et si on fait 17 fois 20, on va réussir à faire 500 millions de bénéfices d'ici 3 ans. Donc ça, c'est la direction qui est prise. Et ça permet de se dire, en même temps, tout ce qui est la partie AI, Boost, Gen AI, il y a un gros truc qui arrive, on ne sait pas quoi, mais bon, on va quand même investir dessus. Et notamment, on va commencer par investir par acculturer nos collaborateurs et acculturer le top management. Donc on a un effet de ciseau, c'est que nous, on a un programme pour tous les collaborateurs, dans un environnement responsable, éthique, qui puisse pratiquer, il n'y a pas d'échange de données, donc voilà, amusez-vous, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème de données confidentielles, de ce qui était abordé dans la table ronde précédente, donc c'est une safe place, comme on dit, pour jouer avec GPT. Et je pense que c'est intéressant aussi pour apprendre à nos enfants comment on peut jouer avec ça, les limites. Et à côté, on a aussi, et donc là, il y a cet accès à l'outil pour tout le monde, et un e-learning qui a été fait avec des cours de prompt, des petits exercices pratiques
et bien sûr une couche de responsable AI qui est vraiment important au début, quoi. Voilà. C'est pas juste écrit en police 12 comme disait l'intervenant avant, c'est tu réponds à des questions, tu as bien compris, et je pense qu'on va revenir ça tous les ans comme des comportements de sécurité, de responsabilité. Et à côté de ça, on a pris le temps, on prend un gros appel d'offres, on a un partenariat avec HEC où on a envoyé tout le top management, j'étais hier ici, mais on a 140 ex-com -1 qui ont été formés, je pense qu'on aura 400 d'ici 2026. On a fait une session avec le top 40 et c'est un programme de 12 semaines, donc c'est quand même assez costaud, avec 2-3 heures par semaine, des use cases, des bootcamps, à la fin pour créer un use case, une stratégie. Ça c'est au niveau du business, parce que le message c'est, comme tu le disais, c'est le business qui est dans le siège pilote. Et le copilote c'est la data. Donc le copilote c'est un beau mot de Microsoft, c'est quand même bizarre, mais la data c'est pas, je dis, tiens, trouve une solution à mon problème. Non, j'ai un problème, ok, c'est quoi ton problème? Non, dis-moi, c'est quoi vraiment ton problème pour le client? Parce que c'est pas... Voilà. Donc ça, c'est un premier effet. Et on a fait une version d'une journée. Et là, on fait tous les excom de chaque pays sur une journée pour démystifier, comprendre et les mettre dans une ligne de transformation pour dire, ok, c'est pas juste faire du e-learning, la transformation. Et donc, il y a un message important qu'on passe, c'est le concept de, je vais le dire en français, mais urgent patience. C'est-à-dire, quelque part, il faut y aller maintenant, mais les résultats, ce sera sur plusieurs années. Et la Gen AI ne va pas accélérer la transformation humaine. Voilà. L'humain prend du temps à changer, et c'est une réalité. Je te coupe là-dessus parce que c'est une très belle phrase à retenir. Frédéric, dis-nous comment vous adressez ça. Je vais un petit peu théoriser ce que Julien vient de dire. Chaque fois que l'innovation, on commence à connaître, en avoir un peu marre, parce que c'est sans cesse. Mais bon, il y a effectivement cette phase d'acculturation, et notamment pas les collaborateurs de premier niveau, parce qu'eux s'acculturent plutôt assez vite aux nouvelles choses, mais surtout le management, et donc c'est tout à fait juste. Donc un gros travail sur l'acculturation avec plusieurs niveaux. Donc là, c'est une démonstration de qualité de ce qu'il faut faire. Le deuxième niveau, après cette acculturation, c'est le choix de use case avec la mise à disposition de certains outils de manière à ce que ça redevienne concret. Et dans le choix des use cases, il faut des choses qui parlent au métier et non pas aux techniciens. Et il faut que ce soit incarné. Des use cases qui ne sont pas tenus par des gens qui incarnent une opinion dans l'entreprise ou un statut sont des use cases qui vont être un tout petit peu dénigrés. Et enfin, il faut donc, à l'issue de cette expérience, alors elle se mène toujours un peu en parallèle, tout ça, déterminer des orientations structurantes, effectivement, sur à la fois ce que nous voulons faire de ça pour nos clients, pour notre métier, et à la fois ce que nous voulons faire de ça en termes de change. Et c'est là où l'humain revient au galop, et des gens qui étaient très très favorables aux expériences deviennent moins favorables quand il faut les intégrer dans leur vie de demain ou d'aujourd'hui. Voilà, donc effectivement, donc c'est les courbes naturelles de mise en place d'une innovation. Chez nous, par exemple, en plus de... Enfin, on n'a pas fait exactement tout ça parce que c'est des investissements très lourds, mais on a surtout travaillé des challenges d'innovation pour que chacun de nos collaborateurs se sente propriétaire d'une idée nouvelle ou d'un pas à venir de l'entreprise. Donc, et qu'on aligne ça avec des prix, avec la mise en place donc, des idées qui ont été sélectionnées, la mise en place de ces idées dans le quotidien de leurs collègues. Bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce que nous souhaitions dire. Est-ce qu'il y a des questions? Avant Laurent Gérin, parce qu'on a compris que lui, sa question, c'est du genre... quand j'ai répondu, j'ai oublié le début de la question, comme avec Coluche. Elle sera plus courte. Ah d'accord, alors vas-y alors. Alors, je vous remercie de cette table ronde passionnante encore une fois, mais si on reprend l'histoire, et je vais reprendre un peu des éléments de ton livre, il me semble. Depuis que l'homme existe, l'homme se cherche pas à se faire remplacer par la machine, par des outils. Se faire aider. Ouais, faire aider plutôt. Voilà. Oui. Faire aider, faire augmenter. Donc ça commence par la roue, si on vient très loin, c'est aussi l'écriture, c'est la transmission du savoir, l'imprimerie, l'énergie, l'électricité, et le numérique qui a réellement commencé, je pense que tu le dis, avec Turing, Imitation Game en 1940. C'est là la vraie révolution de l'intelligence artificielle. Néanmoins, aujourd'hui, sur l'évolution de l'emploi, parce qu'à chaque fois que ces révolutions ont eu des... Tu as dit court, vas-y. Est-ce que la particularité de cette révolution n'est pas la vitesse de propagation?
Et lié à cette vitesse de propagation, est-ce qu'on n'a pas aussi une bonne nouvelle sur un élément important que tu mentionnes, qui est la vitesse à laquelle on peut former les gens? Bon, alors, après, c'est des très bonnes questions. Hein. Ouais, c'est court et très bon. Alors, Frédéric, tu veux répondre? Je réponds en premier. C'est exactement le point de difficulté sociale, puisqu'on a vu que chaque innovation diminue son temps d'appropriation par le plus grand nombre. Et donc, c'est ça qui crée la difficulté pour nos gouvernements, nos sociétés, et donc tout ce qui est un organisme collectif, qui crée la difficulté donc, de pouvoir embrasser avec bonheur, assez vite et bien, cette innovation. Donc c'est l'élément numéro 1 de difficulté. Et c'est l'élément numéro 1 d'angoisse, puisque si je ne suis pas capable, moi, d'aller aussi vite que les choses se présentent, bah alors qu'est-ce que je deviens? Et donc c'est exactement le point. Ça n'est pas le sujet de l'innovation elle-même. Et voilà. Et c'est pour ça que encore une fois, nous on travaille sur ce caractère, sur cette fracture IA. Il ne faut surtout pas qu'elle se produise entre ceux qui auraient accès parce qu'ils ont le comportement qui va bien ou le bon niveau de connaissance, à cette ennemi de ceux qui en seraient éloignés ou exclus. Nicolas. Oui, attends, Nicolas d'abord, Julien après. Juste dans l'idée, parce que c'est... En tant que bon professeur de mathématiques, tu devrais expliquer la différence entre une progression linéaire et une progression exponentielle. Je pense que peu de personnes comprennent. Donc c'est le cours de demain. Alors, si je réponds un peu, oui, c'est beaucoup plus facile de faire des formations. Voilà. Après, former des gens, ça prend autant de temps qu'avant, parce que le cerveau humain, il n'a pas évolué aussi vite que l'IA. Donc, moi, je peux aujourd'hui, avant c'était 100 000 €, faire un e-learning pour 140 000 employés, c'est pas cher. Là, je peux prendre un avatar digital et faire ce qui est déjà, c'est la traduction, en 50 langues. Là, je peux prendre un avatar et pour 10 000 €, j'ai une formation de 10 minutes et j'envoie partout. Et c'est ce qu'on me demande de faire parfois. Et là, je dis non, parce qu'en fait, on distribue les choses et les gens, on va compter des clics, mais donc c'est pas compter des clics. C'est pour ça que on prend 12 semaines pour embarquer les exécutives et c'est du learning by doing. Et après, ça prend 18 mois pour faire un use case data, parce que le but, c'est pas de former les gens, c'est de changer les processus, changer les métiers, créer de la valeur, du NPS pour les clients, on va dire, enfin de la satisfaction client, des meilleurs risques, donc mieux faire le métier. Et ça va prendre au moins 18 mois pour un use case. Voilà, donc ça accélère pas cette partie-là. Nicolas. Et je vais compléter sur ce que vient de dire Julien. On a vu qu'il y a un sujet d'automatisation et il y a un potentiel d'augmentation des compétences individuelles et collectives. Il y a une étude qui est sortie le 17 avril dans Nature. Et en gros, ils se sont dit, est-ce que finalement, plutôt que de taper sur l'ensemble du web, je ne pourrais pas taper sur les fichiers IP? Et en fait, c'est un peu comme si, au lieu de lire tout le livre de Guy, vous lisiez uniquement la synthèse en une page. Mais ce n'est pas parce que vous avez pris en 2 minutes le temps de lire cette synthèse que vous aurez pris le temps de digérer toute la richesse de son bouquin. Et donc, de croire que, bien sûr qu'avec l'IA générative, on peut faire un POC en 5 fois plus ou 10 fois plus rapidement. Mais so what? C'est après, c'est pas uniquement de faire le POC, c'est l'industrialisation. À la Massif, on n'est pas là pour répondre à vous. Bien sûr, on est là pour vous répondre, mais on est là pour répondre à 5,8 millions de sociétaires. Ce sont des processus industriels. Et donc, en fait, c'est la viscosité, à la fois humaine, et c'est heureux, et industrielle, pour s'assurer que ce qu'on fait, c'est pas n'importe quoi, et que ça serve à tout le monde. Donc, au-delà de l'impression que c'est flash, c'est l'enjeu demain d'industrialiser, que ça soit utile à tous, tout le temps, de manière efficace et opportune. Tu veux conclure? Oui, enfin, moi du coup, je poserais peut-être un regard un peu différent. Je pense que cette vitesse, elle nous est effectivement imposée. On n'a pas le choix. Et donc, il faut suivre. Et pour moi, le vrai sujet, pour être sûr de ne pas rater le coche, de ne pas rater le train et de ne pas être laissé, entre guillemets, sur le quai de la gare, c'est réellement, effectivement, de savoir dans quelle direction on veut aller. Je pense qu'aujourd'hui, on manque cruellement encore, que ce soit au niveau de la société ou même au niveau des entreprises, de direction, pour savoir où est-ce qu'on veut aller avec l'IA. Et c'est à nous de le déterminer. Ce n'est pas à nous de subir ce que l'IA va nous imposer. Et je pense que pour vraiment suivre ce rythme-là, il faut qu'on sache cette direction de manière à ne pas s'éparpiller, à ne pas subir et à ne pas être laissé effectivement sur le bas-côté. Une dernière question? Ah oui, alors on va commencer par monsieur qui a levé la main le premier. Merci pour l'intervention. Une question plus sur, justement, on voit bien que
défi de s'adapter à la rapidité. N'est-il pas en fait aussi des enjeux de cartographier des typologies de compétences, puisqu'après tout, on voit que la diversité des IA génératives, autant qu'il y en a, il y a quand même des spécificités selon elles. Il y a tout autant de spécificités, il y a à peu près 7000 langages de programmation. Un programmeur aujourd'hui ne peut pas tous les maîtriser. Y a-t-il pas un enjeu de cartographier ces différents types d'IA? Et est-ce que ce sont des sujets que vous pratiquez et que vous anticipez pour demain? Peut-être Julien? Oui. Moi, j'attends toujours la skills matrix de mes collègues Echard. C'est infini comme problème. Et après, moi, j'ai quand même un rôle aussi groupe, donc plutôt sur des choses qui pour des masses ou qui sont transversales. Donc, moi, former 50 data architectes ou 100 ML engineers à l'automatisation, c'est important. Former des data scientists, c'est pas mon métier, parce qu'en fait, on est dans une politique de attraction, rétention des talents. Et donc, former un data scientist chez AXA en Allemagne, qui est à côté de Airbus et de Google, c'est pas le même problème que de former un data scientist qui est en Irlande, dans la campagne. Donc, il faut comme ça, pour la partie formation, il y a le côté recruter des gens, les retenir, les garder. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'important. Je prends un risque à vouloir mapper la compétence de manière statique. Une amie travaille dans le secteur de la défense et donc elle dit « Ok, je suis un ingénieur, je vais être classé là, facilement. J'ai un profil d'école de commerce et j'ai fait l'IHEDN, donc de la défense. Je ne suis nulle part. » Alors qu'elle est très compétente, elle a un bon niveau. La question pour moi, c'est, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, quels sont les besoins, quels sont les usages? À partir de ça, est-ce que j'ai des cas qui vont y répondre? Et dans ces cas, comment je priorise? L'enjeu, c'est à quoi ça sert et par quoi on commence. Et donc, c'est là où on a eu de la chance chez nous d'avoir une orientation sociétaire, usage. On regarde tout ce qu'on peut faire, on prend la chaîne de valeur, on hiérarchise et on peut pas, bien sûr, c'est des questions d'enjeu, de capacité à faire. On commence par ce qui nous semble intéressant. Voilà. Ouais. Allez, Roxana, pour la dernière question. Juste très rapidement, je voudrais juste réagir. Je pense que cartographier, c'est dangereux et difficile, parce qu'avoir vraiment une vision complète, en termes d'investissement, c'est juste l'horreur. En revanche, ce qui est hyper important, c'est de bien identifier les personnes qui vont être multipotentielles. Ça, je pense que pour l'entreprise, qui vont avoir cette capacité à croiser une vision métier, une vision data, une vision éventuellement même tech au sens vraiment industriel, produit industriel du terme, ça, c'est des compétences qui sont clés pour une entreprise et les avoir identifiées, c'est vraiment un avantage stratégique. Je ne voulais pas être très... Roxana, la dernière question. Si demain, je souhaite sauter dans le train et ne pas attendre sur le quai, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui souhaite se former aux IA génératives? Ça va être un conseil. Tour de table de conclusion. Frédéric, tu commences? Je ne sais pas si il faut écouter les conseils. Voilà. J'ai beaucoup de prudence sur les conseils. Il faut un exemple, une recommandation. Non, il faut pas rester. C'est l'acculturation le premier sujet en fait. Il faut pas rester à côté devant sa télévision ou devant son fil de tweet à dire mais en fait c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, comment. Il faut rentrer dedans, il faut en faire. Pour moi, c'est le premier sujet. Et quand on est en mouvement dans ce sens, alors on va trouver comment l'employer pour soi-même ou pour son équipe ou sa boîte. Mais il faut entrer dedans et avec le moins de jugement possible. Ce serait mon... C'est un bon conseil quand même. Hein, à ne pas écouter. À ne pas écouter, voilà. Non, mais il faut savoir ne pas écouter les conseils, je pourrais dire, ne pas les suivre parfois. Non, il y a quand même beaucoup de ressources disponibles. Donc, si vous n'êtes pas chez AXA, vous pouvez aller voir les cours de André Eng, qui sont disponibles, qui sont très bien. Et puis surtout, il faut pratiquer. Et oui, il faut avoir quand même, on n'a pas parlé, mais il y avait une question sur la partie responsable, mais oui, il faut impact TI, les travaux de responsabilité. Moi, je sais que le prochain module de formation qu'on va faire, c'est quelque chose sur la responsabilité, responsible AI. Et après, c'est quoi, comment, pour qui, voilà, c'est assez compliqué. Juste pour ne pas produire un contenu, c'est facile, mais quel contenu je pousse à quelle personne et comment? Au data privacy officer, au data scientist, au business, voilà, on croise un peu tout ça. Et je suis entièrement d'accord sur trouver les bonnes personnes. Je pense que aussi, c'est ceux sur qui on va miser beaucoup. On appelle ça chez AXA des data business partners.
qui peut être côté business, côté data, qui sont un peu des rôles de business translateurs, de data translateurs qui font des moutons à 5 pattes ou un peu le Hercule qui tient le monde sur... Voilà, c'est un peu ça, mais eux, il faut les accompagner. Ils ne sont pas nombreux, mais eux, on peut investir dessus. Nicolas. En complément, parce qu'effectivement, il y a une multitude de formations disponibles, développez votre esprit critique. Et moi, je crois beaucoup à la valeur du débat. Je pense que c'est des sujets de société et qu'il faut absolument en parler avec vos proches, vos amis. Et voilà. Je pense que ça fait vraiment avancer les réflexions autour de ces sujets. Ou avec vos enfants, c'est un bon cas d'usage. Ou avec vos enfants. Écoutez, franchement, merci beaucoup. Je pense que vous pouvez les applaudir.